Hey, hey, hey! What's up, 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 Déconne! Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va regarder l'analyse du S&P 500. On va commencer par ça. Après on va regarder ce qui se passe sur le BTC. On va parler un petit peu de Solana, vite fait. Puis la dernière chose que je voulais regarder avec vous, c'est la façon que je pense que ça va se passer pour que les prix remontent. Donc, on en avait parlé dans la dernière vidéo sur le BTC. Puis je me souviens plus si j'en avais parlé sur le S&P 500. Donc, sur le S&P 500, je m'attendais à une correction autour de 3900 qui pourrait s'étendre jusqu'à 3700 environ. Ok, donc, c'est un gros gap quand même. Mais je m'attends à une correction dans la zone qui est là. Dans le fond, tant qu'on va pas plus bas que le lot qui est là, je m'attends à une correction dans cette zone-là. Puis, je m'attendrai à quelque chose de positif par la suite. Donc, on aurait soit quelque chose comme ça qui formerait une A, B, C à la hausse, ou ça serait le début d'une 1, 2, 3. On ne sait pas pour l'instant encore c'est quoi. Ça serait 1, 2, 3. Puis comme on pourrait possiblement avoir atteint là, la fin de notre vague ici, notre vague 5, donc notre vague corrective avec la cinquième vague, ça ici, ça pourrait être une 1 qui pourrait faire ça comme ça. 1, là, ça change jusqu'où elle va s'étendre. Donc, si ça, c'est une 1, 2, puis là, on fait la 3. La 3 devrait aller s'étendre jusque-là. C'est sur notre correction qu'on va avoir après. Ok, donc 1, 2, mettons 3. C'est sur la correction qu'on va avoir ici. On va savoir si, mettons, la correction arrête, on va dire, ici. Ben, on pourrait savoir qu'on pourrait avoir une 5. Si on est pour avoir une correction qui s'arrête comme ça ici, ben on va savoir que notre correction n'est pas terminée, puis que notre vague 5 ici va s'étendre jusque dans notre zone qu'on a établie ici en bas. Que ça, c'est pour le S&P 500. Je m'attends, pour l'instant, si on regarde le niveau de Fibonacci qui est là, de là à là, je m'attends à ce qu'on aille au moins à 4041. Ok. Donc le rallye, je m'attends à ce qu'il s'étende à 4041, possiblement 4100 ici, qui est notre résistance qu'on avait placée ici, comme ça. Donc 4100, c'est ici comme ça. Le point à retenir pour le S&P 500, autour de 4100, c'est notre résistance. On pourrait s'étendre à 4200 ici, puis peut-être même 4300. Ok, ça c'est nos gros niveaux de résistance. Mais notre support pour l'instant, tant qu'on reste en haut de 3700, c'est les niveaux sur lesquels on pourrait aller. À partir du moment où on casse 3700, on va commencer à reparler d'un retest des lots ici à 3500, puis possiblement qu'on pourrait aller dans notre zone de support qu'on a tracée ici jusqu'à 3100. Je ne crois pas que c'est ça qui va arriver sur le S&P 500. Donc, pour l'instant, là, on va garder ça très 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 simple. Tant qu'on reste en haut de 3700, le target pour moi c'est 4100. Ok, on va garder ça simple comme ça. Pour ce qui est du BTC USD, tant qu'on va rester sous le niveau qu'on avait dit, dans le fond, ce qu'on veut, on veut deux choses. On veut monter en haut de notre zone de résistance qu'on a tracée ici dans le dernier vidéo. Donc, on voudrait aller en haut de 18 500, 19 500. Puis, ici, notre 8 Daily Moving Average. Donc, en daily, là, la moyenne mobile 8, c'est la marque à abattre. C'est quand on réussit à franchir la 8 qu'on commence généralement à prendre des positions. Ok, donc, ici, on est en dessous. Puis on a eu beaucoup de false signals. On le voit ici, là, souvent, là, on est monté en haut. On a daily close en haut juste pour dire qu'on a daily close en haut, puis après on est retombé en dessous à toutes les fois. Donc, pour l'instant, même si c'est un signal qui est normalement fort, c'est moyennement là. Même chose, daily close en haut de la 21. Ça a fait pareil.
Pour l'instant, on a Daily Close en haut ici, Daily Close on a Daily Close en haut de la orange. Il reste juste la 200. La 200 Daily Moving Average, c'est la seule sur laquelle on n'a pas eu de Daily Close en haut. Fait que la journée qu'on va avoir un Daily Close en haut de la 200, faut s'attendre à tout un rallye. Parce que c'est le seul, pour l'instant, qui n'a pas donné de false signals. Ça, c'est pour ce qui est du daily. Je m'attends à ce que ça reste baissier tant qu'on n'aura pas un daily close en haut de la 8. Suivi d'un possible rallye là, vers la 200. Puis, ben, c'est ça. Notre 200, tranquillement pas vite, est en train de descendre vers ici. On va commencer au moins par notre zone de résistance qu'on a établie là. On voudrait au moins casser ça avec la 8 Daily Moving Average avant de commencer à dire qu'on a possiblement viré de bord. En attendant, les niveaux de support sont autour de 14 000, 13 600. Donc on va dire 14 600, 13 600. Puis si ça tient pas, on s'en va dans les abysses ici. Les niveaux techniques, ça ici, là, c'est les niveaux techniques les plus bas qu'on peut possiblement descendre sur le Bitcoin si mon wave count est bon. C'est les niveaux les plus bas techniquement sur lesquels on peut se rendre. Et si on a l'opportunité de rentrer là, dans cette zone-là, puis que ça bounce, ça va être l'opportunité, peut-être pas d'une vie, là, mais au moins une opportunité pour les prochains. Une bonne opportunité, on va dire. Une opportunité très rare qui se présente dans la vie. On va dire ça comme ça, là. Les gens qui vont réussir à embarquer là, agressivement, là, vont pouvoir changer leur vie si on se rend là. Parce que même ici, quelqu'un qui embarque agressivement puis qui hold va pouvoir possiblement faire quelque chose qui peut changer sa vie ici, là, je crois. C'est juste qu'à partir d'ici, le downside possible pour le upside possible commence à être tellement minime. Là, je veux dire, admettons, on risque plus grand chose pour ce que ça peut apporter. Là. On va dire, mettons, quelqu'un qui embarque, mettons que ça baisse, mettons qu'on a la chance que ça baisse à 11 600. Mettons qu'on a cette chance-là. Je vais l'enlever dans log. Mettons qu'on voudrait un stop là, en dessous du 0 pour être sûr de faire du profit. Là. Le upside, là, si on le remet en log, le upside là-dessus, là, c'est malade. Mettons qu'on l'arrête là. C'est du x10 où on peut pas être liquidé parce que le prix de liquidation est sous le 0. Puis c'est du x10 pareil. Là. C'est complètement fou. Un prix de liquidation sous le 0, ça veut dire qu'on peut pas être liquidé. Puis le upside possible est ici avec un x10. Un x10 de la mise. Après ça, on parle pas du levier qui a été mis. C'est complètement fou comme upside possible, même sur les niveaux qu'on a là. Que si c'est pour descendre plus bas, c'est juste encore plus fou. Il va y avoir des fortunes, il va y avoir des opportunités générationnelles là, qui vont sortir de ça, c'est certain. Il y a des fortunes qui vont être faites avec ce dip-là, si ce wave count-là est bon. Si ce wave count-là est bon, je continue, moi personnellement, de croire que mon wave count est bon. Après ça, c'est à vous de voir si votre wave count est bon. Si vous pensez à ça, si vous pensez, c'est à vous de faire vos recherches, puis de voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Je vais parler vite fait de Solana, puis après je vais vous parler de comment est-ce que je pense qu'on va régler le problème, dans le fond, on va dire la crise de liquidité qu'on a en ce moment. Pour ce qui est de Solana, vite fait comme ça, si on est pour, on va dire, si on est pour regarder ce qui se passe là, on va dire que si on prend la même optique, ça c'est une 1, ça c'est une 2, ça c'est une 3, ça c'est une 4, puis ça c'est une 5. Ça veut dire qu'on prend notre point de la A, de la 3 à la 4, puis notre dip, ici, devrait aller à 10,62.
Ça veut dire qu'on pourrait peut-être attendre un dernier petit dip sur Solana, où le dip a déjà été fait. Parce qu'il faut pas oublier que sur les contrats futures, on s'est rendu au prix, mais pas en spot. Fait que peut-être que le graphique des contrats futures va coller notre bottom, puis ça serait notre 1, 2, 3, 4, 5 qui ferait notre base. Donc, ici, facile à voir, très très facile à voir. On a une 1, 2, 3, 4, 5. Puis là, ben, ça c'est notre correction. Est-ce que ça serait une... Est-ce que ça serait possible que ça, ce soit une A, ça, ce soit une B, qu'on ait une C? Ça serait possible. Ça serait possible. Mais après ça, faut se dire aussi que si c'est le cas, ça veut dire que ça serait une 1, ça serait une 2, puis on irait sur une 3, puis une 4, puis une 5. Si Solana réussit à survivre à ça. Je pense que ça serait quand même très bon. Excusez pour le son de Messenger. Fait que là, je vous dirais comment est-ce que je pense qu'on va se sortir de ça, cette crise de liquidité-là. Parce que c'est ce qu'on a, c'est une crise de liquidité. C'est pas que les gens veulent pas acheter, c'est qu'ils ont plus de capital pour acheter, je crois. De façon générale, c'est un manque de liquidité. C'est pas un manque de conviction. Puis comment est-ce qu'on va faire pour non seulement implanter la crypto, mais aussi pour implanter un système qui va permettre de gérer l'inflation de façon correcte, sans faire en sorte que l'inflation soit trop forte, mais qui va aussi permettre d'avoir de la liquidité. Donc, on sait que si on fait comme on a fait avec la PCU, puis qu'on donne de la liquidité aux gens, les gens vont la prendre, vont s'acheter des maisons. On va dire avec la PCU, tout le monde avait 2000 $. Je ne sais pas pendant combien de mois ils ont eu ça. On va dire qu'ils ont eu ça pendant 8 mois à 2000 $ par mois. Ça fait 8 fois 2, ça fait 16 000. On prend un couple qui avait tous les deux droits à la PCU. Les deux ont eu 32 000. À deux total. Donc 32 000. Mise de fonds, si c'est leur première maison, c'est 5%. Donc, ça leur permet de s'acheter. Non, c'est 10%, 5, je sais plus, je me souviens plus. 5% c'est c'est locatif. Je pense que c'est 10%. En tout cas, je me souviens plus. On va y aller avec 10% pour que ce soit simple. Ils ont 32 000. 10%, ça leur permet de s'acheter une maison de 320 000. Le gouvernement donne 5% ou devient comme co-acheteur ou je sais pas trop, investisseur à 5% par personne si c'est leur première maison. Donc le gouvernement leur donne 10% de plus. Ça veut dire qu'ils peuvent aller chercher une maison avec le 10% du gouvernement, puis leur mise de fonds à eux de 640 000. Parce que le gouvernement va donner 10%. Fait que là, on regarde ça, puis on se dit que s'ils donnent de la liquidité, s'ils donnent de l'argent, puis que l'argent expire pas, ou n'est pas forcé à être dépensé, les gens vont l'emmagasiner, puis vont faire des mises de fonds sur des biens qui vont prendre de la valeur, justement. Comme l'immobilier. L'immobilier prend de la valeur quand le capital est facile d'accès, puis que la dette est facile d'accès. Parce que on peut emprunter plus, puis en mettre plus sur un bâtiment, ou une habitation, ou un immeuble. Ce qu'il faut faire, c'est amener de la liquidité, mais empêcher les gens de pouvoir dépenser cet argent-là ou plutôt l'emmagasiner. Parce qu'on veut, ce qu'on veut, c'est de la liquidité pour faire retourner l'économie. Pour que les gens puissent dépenser puis faire ce qu'ils veulent. Mais on veut pas que les gens s'en servent pour faire monter la valeur des biens. Parce que s'il faut monter la valeur des biens, l'inflation embarque. Puis ils veulent éliminer l'inflation. Donc là, ils font face à un dilemme. Le dilemme, c'est quoi? Le dilemme, c'est qu'ils ont besoin de réduire l'inflation. Puis, il faut pas qu'ils puissent offrir
de l'argent qui reste là, que les gens peuvent emmagasiner pour acheter des biens. Fait que qu'est-ce qu'ils font? Ils montent le taux d'intérêt pour que le monde puisse moins s'endetter, puis better moins fort sur des biens. Mais ce que ça a pour effet, c'est de faire en sorte que les gens dépensent plus, puis ils se privent, puis sont comme, on va dire, ça met les gens un peu sur la corde, au bout du rouleau, on va dire ça comme ça. Fait que ce que j'ai l'impression qu'il va arriver, c'est que le S&P 500, là, moi je m'attendais, comme je vous dis, à une correction jusqu'à entre 3910, 3901, puis 3700. Donc, on va parler de cette zone-là. 3901 à 3700. On va parler de cette zone-là comme étant la zone dans laquelle on s'attend à un rebond. Puis mettons, on va dedans, on rebondit, puis on s'en va jusqu'ici. J'ai l'impression là, que ce qui va arriver, c'est que BTC, pendant que le S&P va monter, va continuer de descendre pour aller flusher les dernières personnes qui sont dans le S&P, qui sont dans le Bitcoin, mais qui, en voyant le S&P 500 monter, puis le Bitcoin descendre, vont se dire le Bitcoin c'est mort, c'est fini. Je pense que ces dernières personnes-là vont sortir sur ce coup de grâce-là. Puis c'est là que les banques vont annoncer, selon moi, la monnaie numérique. Les CBDC, les jetons numériques des banques. Puis j'ai l'impression que ces jetons numériques-là vont justement avoir une date d'expiration. Ça veut dire, vous recevez un montant comme la PCU, on va dire de 2000 par mois, pour faire en sorte que l'économie tourne, qu'elle roule, puis tout ça. Donc, l'économie tourne, l'économie roule, ça va bien. Tout le monde a son 2000 $ par mois. Puis le 30, on va dire le 30 à la fin du mois, si l'argent qui n'est pas dépensé disparaît. Les jetons crypto programmés qui n'ont pas été dépensés avant la date d'échéance vont disparaître. Vont à la zéro. Juste disparu de la blockchain, du système de jetons numériques du gouvernement. Je dis ça comme ça parce que je crois que on va pouvoir justement continuer de faire tourner l'économie comme ça, sans que les gens puissent accumuler l'argent pour s'endetter, puis prendre du crédit, puis de la dette sur des biens. Comme ça, on va pouvoir contrôler l'inflation, le taux d'endettement quand même, puis les gens vont avoir de l'argent pour continuer de vivre. Puis qu'est-ce que ça va avoir pour effet, ça? C'est que les gens vont comprendre c'est quoi les jetons numériques. Ça va faire une grosse nouvelle pour hyper le Bitcoin puis short squeeze. Dans la zone ici. Pour décoller notre prix. Puis quand les gens vont comprendre que les jetons des banques se créent à l'infini, puis peuvent se faire disparaître quand le banquier décide, c'est là que les gens vont comprendre l'importance du Bitcoin. Puis c'est quoi le Bitcoin? Dans le sens où c'est un jeton qui peut pas être repris ou détruit par quelqu'un sans raison. C'est un jeton qui garde sa valeur. C'est un jeton qui garde sa valeur, qui fluctue, oui, mais qui, on va dire, un Bitcoin, ça vaut un Bitcoin, tu sais. Puis c'est pas comme le dollar canadien qu'aujourd'hui il vaut tant en US, puis demain il vaut tant en US, puis là il vaut tant dans telle autre monnaie, puis tout ça. Tu sais, c'est comme une monnaie au centre de tout. Tu sais, c'est comme si le Bitcoin c'était au centre d'un diagramme, puis toutes les monnaies venaient se greffer dessus. Je sais pas si mon exemple est bon, mais c'est un peu comme ça que je le vois moi. Puis je dirais, quand ça va arriver, là, quand ça va arriver, les jetons numériques des banques, tout le monde va comprendre les jetons numériques. Si je vous parle du dollar US, puis je vous dis c'est quelque chose qui peut être créé à l'infini,
Il n'y a pas de proof of work. Il n'y a pas de proof of stake. Tu sais, si je vous parle d'une crypto, là, puis je vous dis ça, ça peut être imprimé à l'infini, pas de proof of work, pas de proof of stake. Les gens qui possèdent la monnaie décident quand ils mintent des jetons, puis quand est-ce qu'ils les reprennent. Ils décident quand est-ce qu'ils les créent, puis quand est-ce qu'ils mettent, ils mettent une date d'échéance. C'est comme si vous achetez un bitcoin, puis dans un mois, il disparaît. Puis là, c'est là que les gens vont comprendre l'importance du bitcoin, puis c'est quoi le bitcoin. Parce que pour eux, un jeton numérique des banques va égaler comme $1 en ce moment. Puis il va y avoir une monnaie meilleure qui, on pourrait dire, serait l'or. J'ai l'impression que c'est là que les gens vont vraiment comprendre le Bitcoin. Puis qu'il va y avoir un dernier flush down, ok, pendant que le S&P monte. Pour troubler les gens. Parce que là, là en ce moment, le mot d'ordre, c'est le Bitcoin est corrélé au S&P 500. Puis là, ils vont le décorréler. Dans le sens où ils vont faire dropper le Bitcoin pendant que le S&P monte pour flusher les derniers gens du marché, puis faire partir le S&P 500 pour que tout le monde sorte du Bitcoin, ceux qui n'ont plus d'affaires là, ou qui n'ont pas d'affaires là, qui sont encore là, qui soient dans le S&P. Puis Bitcoin va décoller à la hausse la journée qu'ils vont annoncer les CBDC, puis la régulation avec les jetons numériques en lien avec les CBDC, qui sont les jetons numériques des banques. Puis j'ai l'impression que c'est ça qui va arriver. On va revoir de la liquidité, mais on n'aura pas d'accès au crédit avec cette liquidité-là, justement parce que je crois que c'est ça le but, qu'on n'ait pas accès à cette liquidité-là. Ben, en fait, au crédit que la liquidité apporte. Donc, qu'on ait accès à la liquidité pour faire rouler l'économie, mais qu'on n'ait pas accès au crédit pour acheter des biens, pour pas faire pomper puis augmenter les prix trop vite. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on va sortir de la situation qu'on a là en ce moment. Je pense que c'est ça qui s'en vient d'ici les prochains mois. Je pense que ça va être fait avant juin de l'année prochaine. Je m'attends possiblement à ce qu'en mars, ça soit le mois des régulations pour les CBDC. Donc ça va être pas mal ça pour moi, puis je vous souhaite une bonne journée.